Le problème a commencé avant même qu'Élise n'arrive à la porte d'embarquement. Une erreur dans le système de réservation de la compagnie aérienne avait provoqué un chevauchement des sièges. Elle était déjà habituée à faire face à des revers, mais aujourd'hui, c'était différent. Élise avait déjà été confrontée à des retards de transport, s'était disputée avec un chauffeur de taxi au sujet d'une mauvaise monnaie, et avait finalement couru dans les couloirs de l'aéroport pour éviter de rater l'embarquement. Malgré tout, elle restait sereine. Après quelques minutes de tension dans la file d'attente, pendant que le préposé tentait de dissiper la confusion, Élise a reçu des excuses formelles de la compagnie et, en guise de compensation, elle a été réaffectée en première classe. Cela l'a prise par surprise. Ce n'était pas le genre d'avantage dont je bénéficiais auparavant. Pendant un instant, elle songea à refuser, mais quelque chose en elle lui dit d'accepter. Il a parcouru les couloirs exigus de l'avion, son sac à dos attaché à l'épaule et l'esprit plein de pensées, essayant de comprendre comment tout s'était passé si vite. La première série ressemblait à un monde différent. Les larges fauteuils, le silence, la délicatesse du service et même l'odeur de l'environnement apportaient un calme qui contrastait avec la tourmente à laquelle Élise avait été confrontée auparavant. Alors qu'il était en train d'organiser son sac à dos debout et de ranger les papiers dans son sac, il a entendu une agitation venant de l'arrière de l'avion. Même de loin, j'entendais le ton tendu des voix. Un homme a tenté de raisonner le député, qui semblait gêné par la situation. Apparemment, il y avait eu un problème avec sa réservation. Le malaise était visible non seulement de lui, mais aussi des passagers autour de lui. La file des plaintes s'allongeait, les regards s'impatientaient, et l'atmosphère devenait plus lourde. Élise observait tout de loin jusqu'à ce que l'homme, désormais visiblement embarrassé, commence à récupérer difficilement ses affaires. L'hôtesse de l'air lui a proposé un siège de fortune près des toilettes. Cela la dérangeait. Il y avait quelque chose chez l'homme qui suscitait un malaise silencieux, une sorte de fragilité cachée sous son air sérieux. Sans y réfléchir à deux fois, Élise a appelé le même agent de bord qui l'avait aidé lors de l'embarquement. Il parla doucement, leur tendit la carte et leur demanda de transférer le passager en première classe. Il a également demandé à ne pas être informé de l'auteur de cet acte. L'employé hésita un instant, puis acquiesça. Le système a approuvé le changement et quelques minutes plus tard, l'homme est apparu dans la cabine avant, à la recherche de son nouveau siège. Il s'assit à côté d'Élise, sans se douter de rien. Il a remercié l'agent de bord d'un rapide signe de la main et s'est ajusté sur son siège avec une expression vide, comme s'il essayait de conserver une certaine dignité au milieu du chaos récent. Il était bien habillé, mais son corps portait un poids visible. Ses épaules haussèrent les épaules et son regard était fixé sur un point lointain, comme s'il avait appris à se déconnecter de son environnement pour supporter ce qu'il ne pouvait pas changer. Élise le regarda juste un instant, puis revint au livre qu'elle pouvait à peine lire. Cette présence portait une énergie étrange mais familière. C'était comme si cet homme, sans le savoir, avait été placé à côté d'elle pour une raison qui n'avait pas encore de sens, mais qui allait bientôt se révéler. Juste avant que le goûter ne soit servi, l'homme se leva silencieusement et se dirigea vers la salle de bain à l'avant. Lorsqu'il a franchi le rideau qui séparait les cabines, il a retrouvé le même agent de bord qui avait autorisé son transfert de siège. Il la remercia discrètement, mais la réponse fut précipitée. Sans beaucoup de délicatesse, elle commenta que s'il voulait vraiment remercier quelqu'un d'être là, il devrait remercier la fille assise à côté. C'est elle qui a payé le prix du surclassement sans dire un mot et lui a évité de s'exposer à l'humiliation de quitter l'avion. Il se figea une seconde, comme si l'information n'avait aucun sens. La voix de l'hôtesse de l'air résonnait parmi les bruits sourds de la cabine. Mais seule cette phrase semblait avoir un sens. Merci à la fille d'à côté. Cela se répéta dans sa tête alors qu'il retournait à sa place. Lorsqu'il s'assit, il tourna discrètement la tête et commença à observer Élise de plus près cette fois. Non pas avec le regard arrogant de quelqu'un qui essaie de déchiffrer quelqu'un, mais avec l'étrangeté de quelqu'un qui ne sait pas gérer un geste authentique. Élise, inconsciente de la situation, griffonnait distraitement dans le coin d'un bloc-notes. Son esprit était loin, pensant aux factures accumulées, aux horaires de travail serrés et aux études qu'il insistait pour maintenir en vie, même avec sa routine injuste. Elle travaillait comme serveuse sur 2 postes, vendait des friandises sur commande et donnait même des cours particuliers lorsqu'il lui restait un peu d'énergie. Pendant ces quelques heures de repos, elle s'est plongée dans des livres et des vidéos sur la bourse, un sujet qui la fascinait et alimentait son rêve d'avoir une vie meilleure. Elle ne savait même pas d'où elle tirait sa force, mais il y avait quelque chose en elle qui ne cessait d'avancer. À ce moment-là, il ne se souvenait pas d'avoir fait quelque chose de grand. Il vient de voir quelqu'un sur le point d'être humilié et ne pouvait pas rester immobile. Le montant déposé sur la carte était encore douloureux dans ma mémoire, car il pesait lourd à la fin du mois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne l'a pas regretté.
Les dernières minutes du vol se passèrent en silence entre les deux. Il regardait souvent Élise, comme s'il essayait de comprendre ce qui se cachait derrière ce calme. Elle, en revanche, maintenait une posture calme, mais une subtile agitation commençait à émerger en elle. C'était une sensation étrange, un léger inconfort que je ne pouvais pas nommer. Ce n'était pas de l'inconfort, ni de la peur. Il y avait quelque chose dans ce regard sur le côté qui semblait vouloir dire quelque chose qui ne pouvait pas être dit. Lorsque l'avion a atterri et que les annonces de débarquement ont commencé, les deux hommes se sont regardés pendant un bref instant. Un signe de tête retenu fut échangé, presque imperceptible, mais suffisant pour enregistrer une connexion silencieuse. Élise sentit une légère accélération dans sa poitrine, sans bien comprendre pourquoi. Au milieu de la cohue des passagers, chacun partait dans une direction différente. Aucun nom n'a été prononcé, aucun mot n'a été échangé. Le flux de l'aéroport les engloutit tous les deux, comme si cette rencontre n'était qu'une parmi tant d'autres. Mais quelque chose en elle résistait à l'idée que c'était tout. Ce geste, cet échange de regards, ce silence rempli de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à expliquer, restait gravé dans sa mémoire, alors qu'elle se dirigeait vers la zone de récupération des bagages, les pas traînants et la tête pleine d'engagement. Élise essayait toujours d'ignorer l'étrange sentiment qu'elle avait oublié quelque chose derrière elle sur ce vol, et sans m'en rendre compte, j'étais juste au début d'une histoire qui allait être bien plus grande que ce que je pouvais imaginer. Peu de temps après avoir franchi la porte des arrivées, Élise s'est rendue à la récupération des bagages. Pensant toujours à cette étrange sensation du vol, il ramassa rapidement sa valise, une ordinaire noire, avec un petit ruban rouge sur la poignée, et se dirigea vers la sortie. C'est alors qu'il le revit. L'homme à bord de l'avion était entouré de 2 gardes de sécurité en costume sombre. Le mouvement était subtil mais ferme. Il parlait peu et marchait d'un pas déterminé, indiquant clairement qu'il n'était pas là par hasard. L'homme semblait mal à l'aise, mais il ne put résister. Son regard baissé et ses épaules tendues traduisaient une tension difficile à expliquer. Cela a ému Élise. D'instinct, elle s'approcha. Il pensait être témoin de quelque chose qui n'allait pas, d'une approche injuste ou même d'une erreur. Il a touché le bras de l'un des hommes et lui a demandé sans ambages si tout allait bien. La réponse fut courte. Il ne faisait que suivre les ordres et lui demandèrent de ne pas intervenir. L'homme leva les yeux pendant une brève seconde et la reconnut. Elle ne dit rien, mais ce regard dura assez longtemps pour la laisser déconcertée. La situation était confuse. D'autres personnes se pressaient autour. Quelqu'un l'a bousculée et la valise qu'elle tenait dans les mains est tombée par terre, à côté de celle que l'homme avait momentanément laissée à côté d'elle pendant la confusion. Dans sa précipitation, Élise s'est trompée de valise qui était pratiquement identique à la sienne. Embarrassée, elle recula et décida de quitter rapidement l'aéroport. Elle était gênée d'avoir tout mal interprété, mais, en même temps, quelque chose dans cet échange de regards l'inquiétait. Il se dirigea précipitamment vers la sortie, portant des bagages qui ne lui appartenaient pas, sans même s'en rendre compte. Mon esprit était déjà concentré sur les engagements du lendemain, les factures en retard, la fatigue accumulée. Il ne se doutait pas qu'une si petite erreur, mélanger 2 valises au milieu d'une situation inattendue, était sur le point de changer complètement le cours de sa vie. Après avoir quitté l'aéroport, Élise s'est rendue directement à la gare routière. Elle a pris le premier bus pour se rendre dans sa ville natale, où elle vit encore aujourd'hui et où vivait également Hugo, son petit ami depuis son enfance. Le voyage était silencieux, accompagné uniquement du bruit sourd du moteur et des messages qu'elle écrivait et supprimait sur son téléphone portable, essayant de trouver des mots pour exprimer ce qu'elle ressentait, sans savoir exactement de quoi il s'agissait. Hugo avait toujours fait partie de son projet d'avenir. Depuis leurs années d'école, les deux ont grandi ensemble, se sont soutenus dans les jours difficiles et ont rêvé d'une vie simple, mais construite ensemble. À son arrivée, il a vu Hugo attendre devant la gare. Le sourire retenu et l'étreinte rapide ne cachaient pas l'inconfort. Élise sentit au premier contact qu'il y avait quelque chose qui n'était pas à sa place. Il s'est déclaré épuisé par la routine de travail et a déclaré que tout reviendrait à la normale dès que la phase de pression dans le bureau serait passée. Élise essaya d'y croire, même si le ton de ses paroles ne la convainquit pas elle-même. En arrivant chez lui, Hugo a déclaré qu'il aurait besoin de sortir à nouveau, promettant qu'il parlerait calmement plus tard. Élise entra dans le petit appartement avec la valise changée. Lorsqu'il l'ouvrit, il trouva des vêtements pour hommes sophistiqués, une trousse de toilette raffinée, un parfum coûteux et des documents qui n'avaient aucun sens dans sa réalité. Il s'assit lentement sur le canapé, essayant d'assimiler ce qu'il voyait. Un des papiers a retenu son attention, un carnet de rendez-vous en 3 langues, un dossier avec des papiers d'entreprise et une horloge avec des armoiries qu'il n'avait jamais vues auparavant. Il était clair que cette valise appartenait à quelqu'un d'un univers complètement différent du sien.
Pendant ce temps, toujours dans la ville où l'avion avait atterri, l'homme mystérieux se trouvait dans son propre manoir. Dans la grande pièce silencieuse, aux murs au ton neutre et à la lumière tamisée, il posa sa valise sur le fauteuil et ouvrit la fermeture éclair avec le calme de quelqu'un qui s'attend à retrouver ses affaires. Mais il suffit d'un simple regard pour se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Les vêtements étaient simples, féminins, et parmi eux se trouvait un cahier avec des notes manuscrites et un dossier transparent rempli de documents soigneusement organisés. Au sommet, un CV. Dès qu'il a vu la photo et lu le nom, il a su exactement de qui il s'agissait. C'était la sienne, la femme dans l'avion, celle-là même qui avait payé son billet sans rien demander en retour. Lisez le CV plus attentivement. Une jeune femme aux expériences multiples, qui peine à maintenir ses études tout en jonglant avec plusieurs emplois. À la fin, une phrase mettait en valeur sa passion pour le marché financier. Ce détail l'a captivé. Il restait là, silencieux, le papier à la main. Ce n'est pas seulement le geste généreux qui a attiré l'attention. Il voyait maintenant qu'il y avait toute une histoire derrière ce regard calme et cette attitude inattendue. Et pour une raison qu'il ne pouvait pas expliquer, cela l'affectait plus qu'il ne le devrait. Le lendemain matin, Élise réalisa qu'elle devait agir rapidement. La valise qui l'accompagnait ne contenait rien dont elle avait besoin, et la sienne, désormais perdue, contenait des documents essentiels pour un entretien d'embauche qui aurait lieu dans les prochains jours. Il essaya de ne pas désespérer. Il inspira profondément, sortit son téléphone portable et commença à chercher des indices dans les papiers qu'il trouva. Pas de nom direct, mais il y avait une étiquette avec des initiales discrètement brodées sur l'un des compartiments internes et une carte d'entreprise oubliée parmi les documents. C'était tout ce qu'il avait. Forte de ces quelques détails, elle s'est rendue dans un centre de service client de l'entreprise indiqué sur la carte, prête à laisser l'embarras de côté si cela pouvait l'aider à récupérer sa valise. En arrivant à l'adresse, elle fut surprise par un bâtiment imposant, avec une réception luxueuse et des gens bien habillés déambulant dans les couloirs de marbre poli. C'était le genre d'environnement dans lequel elle ne se sentait pas à sa place, mais ne pouvait pas battre en retraite. Il a informé la réception qu'il devait restituer un sac qui avait été échangé à l'aéroport et qui, selon lui, appartenait à un dirigeant de l'entreprise. En attendant, quelque chose la dérangeait. Cette entreprise, le nom ne lui était pas étranger. Et puis, presque par hasard, elle aperçut un visage familier passer au fond du hall. Raphaël. Il portait un costume, une élégante mallette et parlait au téléphone. Élisée se figea. Je ne savais pas qu'il travaillait là-bas. Elle est restée paralysée quelques secondes, avant de tenter de repartir discrètement. Mais il était déjà trop tard. Hugo l'a vu. Il coupa l'appel et s'approcha précipitamment. Il était visiblement nerveux mais aussi soulagé de la voir. Avant qu'elle puisse expliquer pourquoi elle était là, il l'a surpris avec une proposition déconcertante. Elle dit qu'elle ne supportait plus la distance émotionnelle qui les séparait et que si elle voulait vraiment que tout s'arrange, il fallait qu'ils recommencent loin. Il a proposé le mariage et leur a suggéré de déménager dans un autre pays, où ils pourraient laisser leurs problèmes derrière eux. Élise pouvait à peine comprendre ce qu'elle entendait. J'étais juste là pour essayer de rendre une valise. Elle ne savait pas que la recherche d'un objet perdu la mettrait face à un choix qui pourrait changer sa vie pour de bon. Prise par la surprise de la demande et par le désarroi qu'elle ressentait depuis son retour chez elle, Élise se laissa emporter. Ce moment lui parut chargé d'urgence, comme si une réponse négative allait sceller quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à perdre. Hugo a parlé d'une nouvelle vie, de nouveaux départs, de promesses d'un avenir différent et lointain. Et même si quelque chose en elle criait à la prudence, la voix de la peur était étouffée par la force du besoin qui s'était accumulé depuis des années. J'ai dit oui, un oui hésitant, presque murmuré, mais suffisant pour que Hugo se mette immédiatement à parler de passeport, de documents et de lieux lointains. Élise sourit extérieurement, essayant de croire que peut-être même sans comprendre, cela pourrait fonctionner. Les jours suivants furent remplis de paperasse, d'agences de voyage, d'échanges de messages et de quelques appels téléphoniques suspects auxquels Hugo essayait toujours de mettre fin rapidement. Élise essaya d'ignorer les signes qui se présentèrent devant elle. Il y avait un vide dans ses yeux qu'elle ne pouvait plus se cacher. Les préparatifs se poursuivirent sans la légèreté à laquelle elle s'attendait. Au lieu de cela, il y avait une précipitation inconfortable, un air d'improvisation, et derrière tout cela, un mur invisible qui les séparait, jusqu'à ce que, sans aucun avertissement clair, Hugo cesse de répondre. Au 3e jour consécutif de silence, il est apparu chez elle avec une enveloppe à la main et une expression illisible. Il a juste dit qu'il ne pouvait pas continuer, qu'il y avait des choses dont je ne pouvais pas parler et que, même si c'était difficile, je devais suivre un nouveau chemin. Et il est parti. Élise essaya de comprendre. Il lui a demandé de s'expliquer, a imploré une réponse.
Cependant, il se contentait de répéter des phrases vagues, évitant votre regard. Il a dit qu'il ne s'agissait pas d'elle, qu'elle était une bonne personne, mais qu'il devait se retirer du tableau. En désespoir de cause, elle a essayé de le retenir au portail. Mais il se dirigeait déjà vers la voiture, ignorant ses demandes. Il n'a pas regardé en arrière, il n'a pas hésité. Elle monta dans le véhicule, accéléra et disparut au détour d'un virage, comme si elle fuyait quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Élise restait immobile, les bras pendants et son corps insensible. La réalité semblait lui avoir été arrachée des mains en quelques secondes. La pluie commença à tomber, presque imperceptible, puis ça s'épaissit rapidement. Les gouttes mouillent ses cheveux, ses vêtements, son âme. Élise ne bougeait pas. Il laissa son corps glisser sur le sol de pierre mouillée, les genoux pliés et les yeux fixés sur rien. Tout autour était flou, la promesse d'un avenir annulé, sans avertissement. La voix de Hugo résonnait encore dans ses oreilles comme un murmure informe. Elle se sentait vide, trahie, perdue. C'est alors que le téléphone vibra dans son sac. Elle l'ignora la première fois, mais l'écran se ralluma. Il répondit d'une voix étranglée. À l'autre bout du fil, un préposé a signalé que le propriétaire du sac échangé avait demandé un rendez-vous pour résoudre la confusion. Élise a mis du temps à répondre. Toujours avec une main tremblante, il hocha simplement la tête. Cet appel, sans qu'elle le sache encore, était le début d'une nouvelle direction que la vie était sur le point de prendre. Élise est arrivée à l'endroit désigné avec sa valise soigneusement nettoyée et réorganisée. L'adresse donnée au téléphone était le même bâtiment imposant où il s'était rendu quelques jours auparavant pour tenter de rendre ses bagages. Maintenant, avec un esprit plus froid, j'essayais de comprendre ce qui s'était réellement passé. Lorsque la réceptionniste a confirmé que quelqu'un l'attendait à l'étage, l'anxiété s'est emparée de son corps. Il monta dans l'ascenseur avec les mains froides et le cœur battant. En entrant dans la pièce indiquée, il croisa l'homme qui venait de l'avion. Il portait un costume impeccable et sa posture était complètement différente de celle lorsqu'il l'avait rencontré. Il n'y avait plus aucune trace d'épuisement ou de désorientation. C'était comme si j'étais devant une autre personne. Il la salua d'un léger signe de la main, poli, mais surveillant attentivement chacun de ses mouvements. Élise se sentait petite dans cet environnement, essayant de comprendre ce qui se passait. Durant les premières secondes, elle croyait encore que Hugo pourrait apparaître. Je ne savais pas si je voulais ça ou si j'avais juste peur des retrouvailles. Mais à mesure que les minutes passaient et que le silence autour d'elle restait intact, elle réalisa qu'il n'était pas là. Il observa l'espace autour de lui. C'était la même structure où il avait reçu la demande en mariage, mais avec une atmosphère différente. Cette fois, il n'y a eu aucune promesse. Juste des questions sans réponse et une valise échangée entre deux mondes. L'homme la regardait d'un regard ferme mais respectueux. Il n'a fait aucun effort pour impressionner, et c'est précisément pour cette raison qu'il a attiré encore plus d'attention. C'est au cours de la conversation que la vérité a commencé à éclater. Grâce à des informations discrètes, et sans qu'il se vante de quoi que ce soit, Élise a découvert qu'elle faisait face à Théo Dupont, héritier de l'un des plus grands empires financiers du pays. La valise échangée l'avait conduit jusqu'à elle, mais l'histoire était plus étroitement liée qu'il ne pouvait l'imaginer. Lors de la recherche du propriétaire des bagages, ceux-ci avaient été transportés sans le savoir au siège de l'entreprise où travaillait Hugo. Et cette entreprise, comme elle le découvrait maintenant, appartenait à la famille de Théo. Tout semblait faire partie d'un complot plus vaste qui, par coïncidence ou non, impliquait non seulement son passé, mais aussi des possibilités qu'elle n'était pas encore capable de comprendre. Dans cet environnement silencieux et imposant, Élise écoutait attentivement les paroles de Théo, sans pouvoir prédire ce qui allait arriver. La conversation qui tournait initialement autour de l'échange de bagages a pris une tournure différente lorsqu'il a révélé qu'il savait déjà qui elle était avant même ce vol. Il expliqua, d'un ton direct et ferme, que Hugo occupait une position stratégique au sein de l'entreprise et qu'il était sur le point d'être promu associé directeur. En raison de l'importance de ce type d'avancement, Théo a toujours mis un point d'honneur à procéder personnellement à une analyse finale du profil des personnes impliquées, y compris les aspects comportementaux et les relations extérieures. Ce n'était pas seulement une exigence protocolaire, c'était une manière de protéger le nom de famille et les intérêts de l'entreprise. En apprenant que Hugo entretenait une relation sérieuse avec une femme en dehors du circuit des affaires, il décide d'y regarder de plus près. Je n'aurais cependant jamais imaginé que je la rencontrerais par hasard sur un vol ordinaire, ni que cette femme aurait une attitude aussi noble et spontanée. Le geste d'Élise le déconcerta. En peu de temps, quelque chose qui semblait faire partie d'une enquête ordinaire de l'entreprise est devenu une véritable rencontre humaine qui l'a profondément touché. Théo gardait le regard fixe et racontait que quelques jours après ce vol, Hugo avait été convoqué à une réunion. D'ici là, cette rencontre ne servirait qu'à officialiser son ascension au nouveau poste.
Mais avant qu'aucun document ne soit présenté, Hugo a réagi de manière inattendue. Visiblement tendu, il a commencé à se justifier, affirmant qu'il était persécuté intérieurement et qu'on en savait trop sur lui. Personne n'avait porté d'accusation, mais ses paroles ont tout révélé. Il a avoué de graves manquements dans la gestion d'un secteur important de l'entreprise, et en essayant de manipuler la situation en sa faveur, a dénoncé un système de corruption qu'il avait contribué à mettre en place. Comme si cela ne suffisait pas, il a également révélé qu'il entretenait une liaison avec un assistant de haut rang, quelqu'un en qui le conseil d'administration a entièrement confiance. La pièce auparavant neutre tomba dans un silence inconfortable. Ce qui était censé être une cérémonie de reconnaissance est devenu en temps réel un scandale. Élise écoutait sans pouvoir cacher l'impact. C'était comme si tous les nœuds mal expliqués des dernières semaines se dénouaient d'un seul coup, avec force et cruauté. Théo a poursuivi en affirmant que, compte tenu de la gravité de ce qu'il avait entendu, il n'avait d'autre choix que d'exiger le licenciement immédiat de Hugo. Et avant que des mesures légales ne soient prises, Hugo a disparu. Il a quitté le pays avec son assistant, rompant les fiançailles sans un mot. La douleur d'Élise prenait désormais des contours plus profonds. Elle se sentait utilisée, trahie et arrachée à un scénario de vie qu'elle croyait sûr. Mais Théo ne parlait pas avec pitié. Au contraire, il a dit qu'il avait lu son CV, vu ses notes personnelles et que ce geste dans l'avion n'était que le reflet de la force réelle qu'il portait. Et donc, sans détour, il lui a offert l'opportunité de recommencer, sur la base du mérite, de la capacité. Il a dit qu'elle ne devrait pas permettre que son histoire soit définie par la déception. Et parfois, ce qui semble être la fin n'est qu'un bon point de départ. Pendant quelques instants, Élise ne sut que répondre. Son esprit essayait toujours de traiter l'avalanche de vérité qu'il venait d'entendre. J'étais secoué, mais il y avait quelque chose dans cette proposition qui semblait différent de tout ce que j'avais jamais entendu. Ce n'était pas une promesse embellie, ni un discours vide de motivation. C'était une véritable opportunité, venant de quelqu'un qui, selon elle, ne lui devait rien. Et c'est peut-être pour cela que c'était si logique. Toujours incapable de trouver ses mots, il hocha simplement la tête avec un geste retenu. J'ai accepté, pas par fierté ni par évasion, mais parce que je savais au fond de moi qu'il était temps de tourner la page. Quand j'ai quitté cette pièce, mon corps s'est senti fatigué, mais mon cœur a commencé à battre à un rythme qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pendant quelques instants, Élise ne sut que répondre. Son esprit essayait toujours de traiter l'avalanche de vérité qu'il venait d'entendre. J'étais secoué, mais il y avait quelque chose dans cette proposition qui semblait différent de tout ce que j'avais jamais entendu. Ce n'était pas une promesse embellie, ni un discours vide de motivation. C'était une véritable opportunité, venant de quelqu'un qui, à ses yeux, ne lui devait rien, même si au fond, elle savait ce qu'elle avait fait à Théo sur ce vol. Et c'était peut-être précisément ce qui rendait tout plus vrai. Il n'y avait aucune dette, aucune obligation, juste une véritable reconnaissance. Toujours incapable de trouver ses mots, il hocha simplement la tête avec un geste retenu. J'ai accepté, pas par fierté ni par évasion, mais parce que je savais au fond de moi qu'il était temps de tourner la page. Quand j'ai quitté cette pièce, mon corps s'est senti fatigué, mais mon cœur a commencé à battre à un rythme qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Les premiers jours n'ont pas été simples. Il y avait de l'insécurité, la peur de l'échec et le poids de commencer dans un endroit où tout était nouveau. Mais quelque chose avait changé. Élise a commencé à se réveiller plus tôt, à revoir ses propres études et à réapprendre à faire confiance à ses capacités. C'était comme si, petit à petit, il reconstruisait non seulement sa carrière, mais aussi sa propre image dans le miroir. La douleur était toujours là, mais elle ne définissait plus ses pas. Il a compris que son histoire n'avait pas besoin d'être effacée, mais simplement réécrite. Et au fil du temps, il s'est rendu compte qu'il ne portait plus Hugo en lui. Ce n'était plus qu'un chapitre non résolu, mais clos. L'avenir commençait désormais à avoir un sens. Déterminée à profiter de cette nouvelle opportunité, Élise se plonge dans le travail. Et dans cet environnement où elle ne se sentait pas à sa place, elle a commencé à se démarquer. Avec le salaire qui lui était proposé, il n'aurait plus besoin de partager son énergie entre différents emplois pour subvenir à ses besoins. Pour la première fois, il pouvait concentrer son attention sur un seul objectif, avoir le temps d'étudier, de grandir et de respirer sans le poids constant de la survie. Ses idées étaient entendues, sa présence respectée. Il n'a pas fallu longtemps pour que d'autres collègues reconnaissent sa compétence, mais il y avait un regard en particulier qui la suivait avec plus d'attention. Théo, toujours discret, surveillait de loin. Il n'est pas intervenu, il n'a pas traité avec des privilèges, mais en de brefs instants, son regard croisa le sien avec une intensité sereine, comme s'il se souvenait du moment où tout avait commencé. Cette connexion aérienne silencieuse,
Un geste simple mais qui a dépassé les frontières de classe, de monde, d'intention. Et maintenant, face à la femme qu'elle était en train de devenir, il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Quelque chose qui a peut-être encore mis du temps à être dit, mais qui a grandi en silence. Élise, à son tour, ne cherchait plus de réponses auprès des autres. Il a découvert qu'il existe des questions auxquelles seul le temps répond. Et entre les réunions et les autres, entre les rapports, les défis du nouveau poste et les journées silencieuses de concentration, il a commencé à voir plus clairement la force qu'il avait cultivée en luttant pour survivre. Désormais, je pouvais choisir consciemment, et non par nécessité, et avec cela est venue la liberté de réécrire votre propre histoire, sans craindre d'abandonner ce qui ne vous servait plus. Il n'était plus défini par des pertes, des promesses non tenues, ou des chemins qui tournèrent mal. Elle était entière, plus en sécurité, et avec une vision de l'avenir qui ne dépendait de personne d'autre qu'elle-même. Mais il y avait quelque chose qui restait, discret, imbriqué dans le temps. Un regard qui traversa le sien avec respect et attention. Théo n'a pas envahi leurs espaces et n'a pas non plus confondu les intentions. C'était une présence ferme, mais contenue. Il y avait de la douceur dans la façon dont il la traitait, et quelque chose de plus dans les moments où le silence disait tout. Élise l'a ressenti aussi. C'était subtil mais réel. Ce sentiment inexplicable né pendant le vol commençait désormais à prendre sens. Un élan calme, silencieux mais constant qui lui rappelait que tout n'était pas perdu. Je n'avais pas besoin de promesses, juste de temps. Alors qu'il quittait l'entreprise en fin d'après-midi, il se retourna un instant. La porte était entr'ouverte. Peut-être que le destin avait simplement attendu qu'elle ait le courage de devenir celle qu'elle avait toujours été. Et maintenant, elle était enfin prête à permettre à quelque chose de nouveau de s'épanouir, là où auparavant, il n'y avait que de la douleur.